Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Je suis Glenn Dizen et je suis aujourd'hui accompagné du colonel Lawrence Wilkerson, ancien chef de cabinet du département d'État auprès du général Colin Powell. Alors, bienvenue. Ce n'est pas tous les jours que j'ai l'occasion de parler avec un haut responsable du département d'État. Je voulais donc vraiment commencer par vous interroger sur le fonctionnement interne du gouvernement américain. Parce que, je suppose que la grande nouvelle des derniers jours et semaines est évidemment les efforts de Trump pour remodeler le département d'État, sinon le contrôler, ainsi que s'attaquer à l'État profond et au blob. Je me demandais si vous pouviez expliquer un peu comment cela fonctionne et dans quelle mesure vous voyez la probabilité que Trump atteigne ses objectifs. Je pense que la question qui a été au premier plan dans l'esprit des gens, de manière très déformée à certains égards ici en Amérique ces derniers jours, est l'USAID et ce qu'il essaie de faire à l'USAID. J'ai déconcerté certaines personnes qui ont plus ou moins été attirées par mes vues ces dernières années, parce qu'elles semblent être plus réalistes que peut-être d'autres. Mais j'ai dit, regardez, l'USAID n'est que l'ombre de ce qu'il était. Et ce qu'il était est ce que tout le monde pense qu'il est. Et donc, il critique les actions de Trump. Et que voulez-vous dire? Et puis j'ai regardé Andrew Natsios à la télévision en parler, qui était notre directeur de l'USAID, que Powell a amené aux réunions qu'il tenait chaque matin quand il était en ville, pour la première fois depuis un certain temps, mettant l'aide très près du secrétaire d'État. Et Andy pensait que tout allait bien sous Powell. Eh bien, ce n'était pas le cas. L'USAID avait été transformé en autre chose par le Congrès des États-Unis, dirigé par Jesse Helms de Caroline du Nord, qui avait une vengeance et une vendetta contre le département d'État. Il n'aimait pas la politique étrangère. Il pensait que c'était de l'argent gaspillé. Il pensait que le département d'État était un bureau inutile. Et il s'est débarrassé de la CDA, l'Agence de contrôle des armements et de désarmement. Nous avons dû l'incorporer dans le département d'État, où elle est allée immédiatement dans l'oubli, pratiquement. Et nous avons dû incorporer l'USIA dans le département d'État, dans un code de politique publique. Tout cela pour dire que l'USAID s'est transformé essentiellement en quelques gestionnaires du département d'État s'occupant de nombreux contractants privés. Ils faisaient le travail sur le terrain que l'USAID était autrefois célèbre pour faire. Les bureaucrates l'ont fait. Les bureaucrates ne se faisaient pas concurrence. Les entrepreneurs se faisaient concurrence et cachaient les meilleures pratiques les uns des autres. Parce que si vous étiez dans la province de Helmand et que vous étiez dans la province de Kandahar, vous ne vouliez pas que les gens de Helmand obtiennent à nouveau le contrat l'année suivante. Vous vouliez l'obtenir. Donc, vous n'étiez pas sur le point de partager quoi que ce soit avec eux qui fonctionnait, ni eux avec vous. Tout cela pour dire que l'USAID s'est transformé en une agence gouvernementale privatisée à la Dick Cheney, avec seulement des gestionnaires au-dessus de tous les entrepreneurs. Et la plupart de l'argent, bien sûr, selon l'intention de Jesse Helms, retournait aux États-Unis et non aux services de développement offerts à l'étranger. Donc, ma conclusion était, bon mouvement, Monsieur Trump et Monsieur le secrétaire d'État Rubio, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire à la place. Et ce que j'entends est encore plus désastreux. Ils ne vont même pas avoir les entrepreneurs. Donc je ne sais pas ce que l'USAID va devenir maintenant. Et je soupçonne qu'il va y avoir des actions concernant d'autres activités au sein du département d'État, que même moi je dirais. Et j'ai dit, en tant que chef de cabinet de Colin Powell, pourquoi avons-nous cela? Il y a d'autres entités qui ont été créées au fil du temps. Le département d'État est gonflé à bien des égards par rapport à l'époque où Dean Acheson était secrétaire d'État, par exemple, ou George Marshall. Donc, il y a des choses qui pourraient être éliminées pour améliorer l'efficacité et l'efficience du département d'État.
mais je dois voir le plan. Et comme toujours avec Trump, il n'y a pas de plan. Il n'y a que le chaos. Il n'y a que des comportements frénétiques et du chaos. Donc je dois le voir avant de pouvoir dire que quelque chose est bien ou mal fait. Je suppose que c'est aussi ce qui m'intriguait un peu, ce qui se passe, car ce n'est pas seulement USAID, mais on constate aussi que le National Endowment for Democracy est en train d'être défondé. Et je suis curieux, car ce sont aussi certains des instruments de changement de régime. Donc je me demande, s'agit-il de réformer la manière dont les États-Unis interagissent avec le monde, ou est-ce des préoccupations concernant les penchants idéologiques envers ce groupe? Ou est-ce simplement pour économiser de l'argent? Parce que je pense que les gens y voient souvent ce qu'ils veulent. Certains espèrent que cela réduit l'empire. D'autres veulent simplement que ce soit moins woke. Et d'autres pensent que c'est juste pour économiser de l'argent. Donc, j'étais curieux de savoir si vous aviez des réflexions sur ce que vous pensez de ces ambitions. Je sais que nous n'avons pas accès à son esprit, mais oui, comment voyez-vous cela? Je ne pense pas que Trump ait la moindre idée de ce qu'il fait. Je pense que c'est juste une déclaration équitable à faire. Il ne sait rien ou ne se soucie de rien concernant le fonctionnement du département d'État. Il aime juste casser des choses et voir comment elles sont remises ensemble. Et si cela produit un instrument plus efficace, si vous voulez. Dans ce cas, Rubio, je pense, a carte blanche, du moins au début, jusqu'à ce que Trump le renvoie. Et cette carte blanche est probablement de faire tout ce qu'il pense nécessaire pour l'instrument de la diplomatie, soi-disant, pour l'améliorer. Et d'après ce que j'ai entendu de ces idées, certaines sont positives et d'autres, je ne sais pas. Je dirais neutre, jusqu'à preuve du contraire. Et puis certains d'entre eux sont préjudiciables. Ceux qu'il a, par exemple, que je pense, vont s'avérer préjudiciables, sont ceux où il va remanier, principalement, les affaires de l'hémisphère occidental, et le secrétariat adjoint qui s'occupe de l'Amérique latine, son principal intérêt, et s'occupe de choses telles que les Ortega au Nicaragua et les Maduro au Venezuela, et d'autres à travers l'Amérique latine, contre lesquels Marco Rubio semble avoir une sorte de vendetta, si ce n'est pas le mauvais mot. Donc je dois attendre et voir si certains de ces changements que Rubio sait ce qu'il fait, en termes de réellement affecter des changements et avoir un but, pas comme Trump, juste créer le chaos, sont bons, mauvais ou indifférents. Je ne sais pas. Il n'y a pas encore eu assez de temps pour que je puisse dire d'après ce que j'entends des gens. Je soupçonne que certains des changements sont ceux que je ferai moi-même et d'autres non. Laissez-moi vous donner un exemple. Depuis quelques années maintenant, laissez-moi revenir en arrière. Quand j'étais chef de cabinet, Powell s'est tourné vers moi et il a dit « Nous avons besoin d'un instrument semblable à la Voix de l'Amérique après le 11 septembre. Nous devons parler au monde musulman, à l'ensemble du monde, mais au monde musulman dès maintenant, demain matin, et dans les termes que nous dirions que la Voix de l'Amérique parlait au monde de l'Union soviétique. Propagande, oui, mais basée sur des vérités fondamentales. » J'ai dit d'accord, très bien. Combien d'argent avons-nous? Nous avons 400 millions. D'accord. Le Broadcasting Board of Governors a ensuite mis en place Radio Sawa, SAWA et TV Al-Hura, la diffusion de la vérité. Ils étaient censés obtenir entre 10% et 12% de part d'audience au cours de la première année de la BBC, d'Al Arabiya et d'Al Jazeera. Je pensais que c'était absurde. Si nous obtenions 2%, nous serions chanceux. Et nous avons commencé, et nous avons atteint 2% à 3% assez tôt. Tout cela pour dire qu'il y a environ 3 ans, l'un des producteurs d'Al-Hura a commencé à me contacter et à me demander de passer à la télévision, pour eux, depuis leur studio principal, ou via Zoom. Et nous avions des intervieweurs libanais, nous avions des intervieweurs égyptiens, vous savez, des intervieweurs sur place.
Habituellement, il devait traduire, parce que je ne parle pas arabe ou farsi. Je ne pense pas que je recevrais un appel à nouveau. Je ne recevrai probablement jamais un appel à nouveau, parce que la productrice risquait dans une certaine mesure son propre emploi avec l'administration Biden, parce que j'ai dit ce que je pensais être la vérité. À Beyrouth, au Caire, à Damas et ailleurs, j'ai dit ce que je pensais être la vérité. J'étais intéressé de voir que j'étais accueilli par les différentes personnes qui m'ont interviewé, qui avaient un air choqué sur leur visage quand je disais des choses comme « L'invasion de l'Irak en 2003 était une terrible erreur ». Ils m'interviewaient de manière plus approfondie lorsqu'ils comprenaient ce que je disais et comment je le disais. Donc maintenant, je ne pense pas que je recevrai un autre appel. Et je pense que c'est un changement négatif parce que j'étais au moins, et il y en avait plusieurs autres faisant la même chose, d'anciens ambassadeurs par exemple. Nous apportions un élément de vérité que nous pensions nécessaire à la région concernant la politique américaine dans ces émissions. Je pense que c'est fini maintenant. Donc je pense que ce sera de la pure propagande. Et ce sera de la propagande guidée par Trump, de la propagande guidée par Elon Musk. Peu importe qui a le Broadcasting Board of Governors sous sa coupe. Vous avez mentionné que Trump aime casser les choses qu'il n'aime pas ou qu'il ne comprend peut-être pas et voir s'il peut les remettre ensemble d'une meilleure façon. Et cela ne peut s'empêcher de me faire penser à beaucoup des problèmes de politique étrangère auxquels nous faisons face ou aux guerres. Par exemple, le Moyen-Orient semble être une approche qu'il adopte généralement. Il arrive avec de grandes fanfaronnades et fait sensation pour briser le statu quo. Et avec ce mouvement ultérieur, il aura une certaine marge de manœuvre pour changer les choses. Donc, il arrive, il menace de nettoyer ethniquement chaque Palestinien de Gaza, et ensuite, bien sûr, de l'acheter. Puis je pense qu'il se rend compte de qui l'achèterait réellement et comment cela fonctionnerait. Et puis il dit « Oh, peu importe, je vais juste le prendre ». Donc, une partie de cela semble impulsive, je suppose. Cela a certaines indications, mais aussi, j'aimerais penser qu'il y a un plan plus grand derrière cela, quelque chose qu'il veut accomplir. Je pense que l'inconvénient de faire un tel éclat est évidemment que toute la région commence à changer d'une manière qui pourrait ne pas lui plaire, en supposant que la région au sens large ne soit pas très positive à l'idée que l'Amérique nettoie ethniquement Gaza et expédie sa population en Afrique dans leur pays, avant que nous le colonisions ou le colonisions. Alors, comment voyez-vous l'approche de Trump envers Israël? Parce que beaucoup de gens ont voté pour lui, parce qu'il allait mettre fin aux guerres. Je pense qu'il fait du Trump typique. Je reviens à son précédent mandat lorsqu'il a choqué le monde avec son ouverture à Kim Jong-un et ensuite n'a eu aucun suivi. Et a probablement fait autant pour gâcher une alliance très viable avec la Corée du Sud que n'importe quel président depuis Jimmy Carter et son initiative de retirer les forces américaines de la péninsule. Mais qu'a-t-il fait là-bas cependant? Je veux dire, analysons cela un instant. Il n'y a aucun moyen que les États-Unis d'Amérique puissent effectuer le retrait de ce qui est probablement moins que les 2,3 millions avec lesquels nous avons commencé. Je soupçonne qu'il y a 300 000 de moins. Disons donc 1,9 million de Palestiniens de Gaza. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse effectuer le retrait de ces personnes. Peu importe comment il essaie de le faire, il n'y a aucun moyen. Et Bibi va mettre fin à cette première période de cessez-le-feu et recommencer sa manière de faire, qui est de tuer tout ce qui bouge. Les Palestiniens ne vont tout simplement pas partir. Et Bibi va découvrir, et l'IDF va découvrir, que la raison pour laquelle Bibi a réellement accepté ce cessez-le-feu, phase 1, était de rééquiper et de reposer l'IDF
qui était largement battu à la fois par le Hezbollah sur un flanc et par le Hamas sur l'autre. Cette défaite va continuer. Et quand je parle de défaite, c'est un échec à accomplir votre objectif stratégique, clairement exprimé par vous, Monsieur le Premier ministre, qui est d'éliminer le Hamas. Vous n'avez rien fait de tel. Et aucun Palestinien à Gaza n'est prêt à partir à ma connaissance. En fait, c'est exactement le contraire. Tandis que Bibi reprend le massacre de tout ce qui bouge. Alors, comment allez-vous faire sortir ces gens? Et l'idée que Sisi, le général El-Sisi en Égypte, ou le roi de Jordanie, ferait ce que Trump voulait qu'il fasse, et embarrasserait le roi de Jordanie de manière majeure dans le bureau ovale. Je pense que c'était à tel point qu'il a dû sortir et rétracter apparemment, ce à quoi il avait semblé acquiescer en silence dans le bureau avec Trump, est absurde. La situation en Égypte est maintenant si précaire qu'ils ne peuvent pas nourrir ou fournir de l'eau potable propre à leur propre peuple. Ils n'ont pas de place pour plus de personnes, pas plus que le roi de Jordanie, qui est déjà assis sur une poudrière. Vous lui donnez, disons, la moitié de ce million de Palestiniens, et les dirigeants bédouins disparaissent avec lui. Ils sont partis. Et vous parlez d'un chaos encore plus étendu dans cette région. Ce sont toutes des choses intenables dont Trump parle. Donc dans ce cas, sa stratégie de casser beaucoup de choses et de voir qui ramasse les morceaux, et si certains des morceaux peuvent être remodelés de manière meilleure qu'auparavant, a échoué lamentablement. Et Netanyahou, d'abord choqué par cela, en profite maintenant et va reprendre les tueries dès que les otages seront ramenés samedi. C'est en tout cas ma prédiction. Donc c'est un désastre. Et regardons comment ça s'est passé avec la réunion. Les voici, Netanyahou et Trump, parlant d'eux, et Trump en particulier, parlant littéralement de la tragédie de Gaza, et à quel point c'est horrible. Les ruines, les dégâts, et tous deux en sont responsables. Ils sont tous les deux, moralement et de manière répréhensible, responsables de tout ce qui s'est passé là-bas. Et pourtant, ils en parlent comme si ce problème avec les Palestiniens venait d'arriver de l'espace. Alors, nous les enverrons en Alaska, ou nous les enverrons en Arabie Saoudite, ou en Égypte et en Jordanie, où nous viendrons leur construire une belle maison, et ensuite les inviterons à revenir. C'est absurde. Et cela n'a pas du tout aidé. Cela a approfondi les problèmes. Nous avons même maintenant le Liban. Le gouvernement du Liban, qui nous est favorable, parle des problèmes qu'il rencontre avec Israël de manière sérieuse en ce moment. Israël n'a pas respecté un seul jour du cessez-le-feu avec le Liban, ni celui avec Gaza. Il tue des gens dans les deux théâtres chaque jour du cessez-le-feu. Voilà donc la version israélienne du cessez-le-feu. Et maintenant, ils veulent prolonger celui au Liban parce qu'ils ne peuvent pas faire revenir les gens dans leurs maisons au nord. Et ils pensent que s'ils le prolongent jusqu'à la fin février, voire même en mars, ils réussiront à faire revenir les gens et que ce ne sera pas si embarrassant pour eux. J'ai des nouvelles pour eux. Ils ne reviendront probablement pas, même dans ce cas. Nous avons donc une catastrophe qui se prépare encore à Gaza. Et Trump n'a rien fait pour arrêter la progression de cette catastrophe. Il y avait quelque chose de tout à fait absurde à voir Netanyahou et Trump assis ensemble, exprimant leur inquiétude face à toutes les horreurs et destructions, après bien sûr que ce duo ait infligé ces dommages. Et puis bien sûr passer à la solution humanitaire, qui est, disons simplement, de les enlever tous. Appelons cela un nettoyage ethnique comme solution humanitaire. C'est très déroutant, mais je suppose que pour le reste de la région, cela aliène les États-Unis. Je pense, dans une large mesure, surtout quand il a dit qu'il avait parlé à des dirigeants de la région et qu'ils pensent tous que c'est une excellente idée. Si vous êtes dans les rues de Turquie, de Jordanie ou même d'Arabie Saoudite, cela ne passe certainement pas bien.
certainly this does not go down well, but Permettez-moi d'ajouter à ce que vous venez de dire, avec lequel je suis d'accord. J'ai eu une réunion il y a 2 nuits avec quelques collègues militaires, et nous nous sommes assis avec des cartes pour examiner la situation. Nous avons examiné la disposition des forces, les contingents de combat, les terroristes potentiels, et ainsi de suite. Si vous regardez cela à travers un prisme purement militaire, Israël est en difficulté. Dans la plus longue guerre qu'il ait jamais menée, ce n'est pas une force pour une guerre prolongée. Il a des réservistes qui sont vraiment réticents, voire incapables, de répondre à l'appel. Toute son économie est dévastée à cause de toutes ces personnes absentes de l'économie. La réserve compte 400 000 personnes. Et vous regardez l'ensemble des troupes turques en Syrie et jusqu'où Israël est allé maintenant en Syrie, bien au-delà de la portion du plateau du Golan qui appartenait à la Syrie au départ, et leur propre partie, selon eux, bien au-delà de cela, dans la Syrie proprement dite. Et Damas n'ayant apparemment aucun moyen de faire quoi que ce soit à ce sujet. Et vous regardez les capacités d'Al-Sisi, et vous regardez les capacités de la Jordanie, en particulier leurs forces blindées, qui sont assez bonnes, petites mais assez bonnes. Et vous regardez ce qui pourrait sortir du Liban en termes de reste du Hezbollah. Et vous pensez à ce que toutes ces forces, dans une sorte d'unité, pourraient faire à l'IDF maintenant. L'éliminer. En 2 mois, l'éliminer. Et ensuite, que se passerait-il? Passerait-il à l'option Samson, comme Golda Meir l'a suggéré, je pense, en 1972, soit 73? Utiliserait-il même une arme nucléaire sur eux-mêmes? Parce qu'à ce moment-là, ils devraient l'utiliser sur eux-mêmes, parce que tout le monde investirait en Israël, ou l'utiliser sur le Caire, ou l'utiliser sur Amman ou autre. Tout ce genre de choses serait catastrophique. Et disons que la Turquie se joignait aussi. La Turquie a des forces là-haut, dans la partie nord de la Syrie. C'est juste une situation militaire. Regardez tout. Et nous avons dit, waouh, si vous vouliez vous débarrasser d'Israël, et que vous aviez une idée vraiment viscérale d'Israël, et que vous étiez fatigué de ce qu'Israël a fait depuis plus de 70 ans dans la région, en grande partie comme l'instrument des États-Unis pour le faire, peut-être que vous bougeriez. Et bougeriez-vous de concert? Bien sûr que oui. Le Mossad le détecterait-il et agirait-il rapidement à l'avance pour l'endiguer? Comment pourrait-il l'endiguer? Ils sont occupés à Gaza et dans une certaine mesure encore au Liban. Alors restez à l'écoute. Restez à l'écoute. Stay tuned. Stay tuned. this is what I mean that often C'est ce que je veux dire par le fait que souvent, vous savez, on ne lit que sur les problèmes mineurs se produisant sur le champ de bataille, comme vous l'avez mentionné, être immobilisé à Gaza et au Liban. Mais les ramifications plus larges sont si importantes. En effet, beaucoup d'Israéliens qui ont quitté Israël, comme je l'ai dit, cela devient un fardeau économique et un énorme problème. Quelque chose qui pourrait, en fait, être ce qui fait tomber Israël. Mais en même temps, vous avez le développement plus large, qui est le déclin relatif des États-Unis avec d'autres grandes puissances entrant en scène. Vous avez l'aliénation des principaux alliés d'Israël, non seulement l'Europe, mais aussi si vous regardez la société civile et l'opinion publique aux États-Unis. public opinion in the United States. Jordan could easily be destabilized from this. La Jordanie pourrait facilement être déstabilisée par cela. La Turquie a une population enragée. L'Égypte est un peu une carte sauvage. Nous venons d'avoir un récent changement de régime en Syrie. Je ne suis pas sûr de combien de stabilité politique nous voulons parier avec un leader d'Al-Qaïda prenant le pouvoir. Et de manière générale, il semble que faire ces grands remous en ce moment va être très imprévisible dans le temps à venir. Est-ce vraiment la stratégie principale à suivre? Parce que cette idée maintenant de s'en prendre même à l'Iran, en tant que membre de l'armée, comment planifieriez-vous cela en ayant des attentes réalistes pour l'avenir? Comment cela va-t-il se dérouler? Having some realistic expectations going forward, how is this going to play out?
because this is That's the question of the hour. And I don't C'est la question du moment. think the Trump administration Et je ne pense pas que l'administration Trump soit bien équipée pour y répondre, et certainement pas le président. Sa connaissance de la région et des acteurs de la région est strictement ce que les gens appellent transactionnel, mais j'utilise le terme argent. C'est strictement basé sur le fait que MBS a beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de choses que nous pourrions faire là-bas pour faire gagner beaucoup d'argent à Jared Kushner et à moi-même. C'est un peu comme ça qu'il le voit, je pense. Et c'est absolument la mauvaise façon de voir les choses en ce moment, à mon avis. Vous avez une situation. right now, in my view. You've got a situation. Let's say what I was just talking about. Disons ce dont je parlais à l'instant. Vous avez une situation où si Israël était en péril existentiel à cause d'une coalition de forces qui se mettait soudainement en colère et décidait d'agir de concert, est-ce que les États-Unis interviendraient? Non, à mon avis, ils ne le feraient pas. Même avec Trump là, ou je devrais dire avec Trump là, nous n'enverrions pas de troupes au sol. Pourrions-nous utiliser la puissance aérienne et essayer, vous savez, de faire quelque chose contre les colonnes blindées qui seraient sans aucun doute exposées dans une telle situation? Peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ce qui se passerait. Nous pourrions simplement laisser Israël se débrouiller seul dans ces circonstances. Fend for itself in those circumstances. The pressure would be pretty great, I think, but not La pression serait assez forte, je pense, mais pas aussi forte qu'elle l'aurait été il y a un an ou deux, car l'opinion publique aux États-Unis est en train de changer. Il y a probablement plus de 56-57% en ce moment qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Levant et ne sont pas d'accord avec la politique des États-Unis à l'égard d'Israël d'une manière ou d'une autre. this tragedy in Gaza is what is Et cette tragédie à Gaza est ce qui a allumé ce feu, allumé la mèche qui dit que vos accusations d'antisémitisme, peu importe si vous les inscrivez dans la loi, au Congrès, dans les tribunaux, à la Cour suprême, vous les rendez vraiment odieuses contre les Américains, et violer la Constitution dans le processus ne va pas fonctionner. the Constitution and the process isn't going to work because Americans are not going to be cowed into Parce que les Américains ne vont pas se laisser intimider par votre idée de ce qui est antisémite et de ce qui ne l'est pas. Et ce n'est pas de l'antisémitisme qui se développe pour la plupart. Je dirais que 88% de cela est simplement du dégoût pour ce petit chien d'attaque au Levant qui continue de faire ce qu'il fait. Et je pense qu'il va reprendre cela. Donc, vous perdez le peuple américain en ce qui concerne Israël pour la première fois en 69 ans. C'est un véritable tournant, je pense. La deuxième chose sur laquelle je voudrais commenter cependant, par rapport à ce que vous avez dit, c'est que vous regardez un président qui ne veut absolument pas entrer en guerre avec l'Iran. Et c'est la plus grande demande de Bibi envers lui. and that is Bibi's biggest ask of him. And it is Bibi's intent to use Et c'est l'intention de Bibi d'utiliser tout ce qu'il a en son pouvoir dans les prochaines semaines, en particulier pour faire changer d'avis Trump et le pousser à s'en prendre à l'Iran. Je ne pense pas qu'il va changer l'avis de Trump. Et je dis cela pour deux raisons. Trump semble avoir un instinct viscéral de comment. Et je sais que le Pentagone lui a transmis cela lors de son premier mandat. Et je veux dire, je n'utilise pas transmis à la légère. Ils lui ont donné, chapitres et versets, à quel point une guerre avec l'Iran serait désastreuse, surtout si vous deviez aller sur le terrain. Donc je pense qu'il est imprégné de cela. Mais il a aussi ses propres instincts au fil des ans, et ils se sont développés pour être anti-guerre avec l'Iran. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être qu'il est plus intelligent que je ne le pense. Don't ask me why. Maybe he's smarter than I think he is. I'm deadly anti-war with Iran. So what's he Je suis doing farouchement right now? anti-guerre avec l'Iran. I think he's Alors, using the good office que fait-il en ce moment, à votre avis? to explore Je pense qu'il utilise les bons offices d'Oman pour explorer avec Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, et d'autres qui sont prêts à le faire, l'ouverture de nouvelles discussions. Et Trump vise une affaire très transactionnelle. Il veut obtenir un meilleur accord que celui d'Obama et Biden. Il veut un accord qui sera le JPCOA, ou peu importe, vous savez, le plan Trump.
Et Javad Zarif, à Davos, le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, a en fait dit des choses très bien en anglais. Il a en fait dit des choses qui me feraient croire que les Iraniens pourraient même être ouverts à l'idée de ne pas avoir de moratoire, pas de délai pour que cet accord expire, comme c'était le cas avec le JCPOA original. De plus, il a envisagé l'idée que d'autres sujets, comme les missiles balistiques, etc., pourraient être exclus dans les discussions. C'était interdit avec les négociations du JCPOA. Et si Trump se dirigeait vers un accord avec l'Iran qui garantirait qu'il n'obtienne pas d'armes nucléaires? L'Iran est probablement à 2 semaines de cela en ce moment. Ils sont enrichis à 60%, et la distance entre 60% et les plus de 90% nécessaires pour une arme est d'environ 2 semaines. Donc, en 2 semaines, ils peuvent avoir 4 à 5 armes nucléaires. Que ferait Israël? Irait-il sans les États-Unis, après ces armes, après le complexe qui les produisait? Je ne sais pas. Probablement si le Mossad leur fournissait des preuves irréfutables que les Iraniens avaient en fait dit que dans 2 semaines, nous aurons une bombe. Mais alors, cela demande au Mossad de faire quelque chose, je pense, qui pourrait être impossible en ce moment, étant donné ce qu'ils ont fait dans le passé et les tentatives de l'Iran probablement réussies pour l'empêcher de se reproduire. Mais c'est une situation très dangereuse. Trump pourrait éliminer ce danger. Et je pense que les Iraniens seraient sérieux dans leurs négociations. Ils ont aussi quelques atouts. Vous avez peut-être entendu que les AN-24 ont atterri en Iran et ont déchargé des Su-35E superflanqueurs. Ce sont vraiment de bons avions, équivalents à tout ce qu'Israël possède, y compris le F-35. Je pense qu'ils sont supérieurs. Ils sont équipés de R-37, je crois. Ce sont de très bons avions. Ils ont déjà mis le premier escadron au sol. L'équipe de formation pour le nouvel équipement sera en action. Cela prend environ 6 mois. Mais s'ils y mettent des escadrons supplémentaires et continuent de le faire, si la Russie continue de fournir à l'Iran ses chasseurs de première ligne, alors l'Iran n'est pas dans la position que vous auriez pu dire qu'il était lorsque la Syrie s'est effondrée et qu'il a été essentiellement expulsé. Donc, toute la situation est en train de changer. Et ce serait un bon coup de Trump, je pense. Et ce serait absolument horrible pour Bibi. Je veux dire, le but principal de Bibi dans la vie est d'amener les États-Unis à l'aider à éliminer la capacité nucléaire de l'Iran, au minimum, et peut-être même à éliminer l'Iran en tant qu'État qui s'oppose à Israël. Et cela ruinerait tout simplement cela. Donc, je veux dire, il se passe peut-être toutes sortes de choses en arrière-plan que Trump a mises en mouvement. Et nous devons juste attendre et voir si l'une d'elles est, contrairement à son pari sur la Corée du Nord lors de son premier mandat, réussie. Ouais. Eh bien, cela semble être la tendance dans cette négociation aussi. Offrir soit un bon accord, soit l'alternative sera, il déchaînera sa fureur sur eux. Et c'est quelque chose qu'il a dit pendant sa première administration aussi. La bonne chose à propos de John Bolton, même s'il l'a qualifié d'horrible, c'est qu'il a amené son chien avec lui. Et c'était, vous savez, soit vous faites un accord avec moi, soit j'envoie mes chiens sur vous. Et je me demande si Netanyahou est le chien dans cette situation, où il va en Iran et dans d'autres pays. Et vous savez, lâchera cette bête sur vous, à moins que, vous savez, vous fassiez un accord avec moi. Et alors je peux le contrôler. Encore une fois, je ne suis pas sûr, mais cela m'amène à ma autre question, cependant plus proche de chez nous ici, qui est la guerre que nous avons en Europe. C'est la guerre par procuration en Ukraine. Parce qu'ici aussi, Trump a commencé par dire qu'il allait mettre fin à la guerre en 24 heures, puis il a prolongé un peu. Lorsqu'il a finalement pris ses fonctions, il a émis des messages très étranges. Il semblait être très mal informé sur la situation en Russie. Il pensait qu'ils avaient 1 million de morts, ce qui n'a aucun sens.
Il a suggéré que leur économie était en chute libre. Il les a un peu insultés à propos de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, en termes de soviétiques ayant aidé un peu l'Amérique, au lieu d'être la principale force combattante ayant vaincu les nazis. Mais après cela, il a passé un appel, ils ont parlé, et soudainement, les choses ont l'air très très différentes. Non seulement ce que Trump a dit, que nous devrions nous entendre, que nos grands pays devraient coopérer, et en même temps, nous avons Hegseth qui est sorti et a fait ce commentaire qui a vraiment, du moins en Europe, secoué le continent. Parce que, oui, il dit, ils devront, vous savez, l'accord de paix, il devra reconnaître qu'il n'y aura pas d'expansion de l'OTAN. L'Ukraine ne récupérera pas ses territoires. Et il n'y aura également aucune garantie de sécurité de la part des États-Unis. Et juste pour couronner le tout, d'ailleurs, la sécurité européenne ne sera plus notre priorité. Nous allons probablement suggérer que les États-Unis se dirigent davantage vers l'Asie. Que devons-nous comprendre de tout cela? C'est un énorme bouleversement, si vous voulez utiliser ce terme. C'est un changement massif, massif. Du moins, les Européens sont maintenant très incertains quant à ce qu'ils doivent faire. En fait, j'ai vu Jens Stoltenberg parler de manière assez agressive et presque apoplectique sur la façon dont les Européens atteignent leurs objectifs. Nous sommes déjà à 2% et nous allons dépasser les 2%. Nous faisons ce que nous devons faire. Autant que Jens Stoltenberg puisse sortir de son caractère et être apoplectique, il semblait l'être. Et c'était juste après que Hegseth ait fait ses remarques. Je suis d'accord avec vous que cela a probablement été un choc pour les oreilles françaises, allemandes et autres au sein de l'OTAN. Je ne suis pas sûr de leur faire confiance. Je ne suis pas sûr de faire confiance à Trump. Je ne suis pas sûr de faire confiance au rapport sur sa supposée conversation, je pense, depuis Air Force One avec Vladimir Poutine. Mais s'il va tenir ses promesses faites avant son élection, réaffirmées juste avant l'inauguration, puis qu'il semblait entreprendre après l'inauguration, et dont il s'est largement écarté, ce qui est typique de Trump, imprévisible à l'extrême. On ne sait jamais où il va. Mais s'il va bouger, c'est le moment de le faire. Et le fait que Hegseth l'ait préparé de cette manière me fait penser qu'ils vont peut-être au moins commencer à essayer de le faire. Cela va être difficile pour Trump, car je pense que Poutine a très clairement défini les paramètres d'un accord, pour ainsi dire, pour lui. Et il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre dans ces paramètres pour que Trump trouve un moment de vantardise grandiose en disant qu'il a obtenu un excellent accord. Ce qu'il va faire, c'est affirmer essentiellement ce que Poutine veut voir affirmé. Et je ne suis pas sûr que cela va ressembler à une grande affaire quand il reviendra, pour ainsi dire, et en fera le rapport au peuple américain. Mais il est, vous savez, un grand homme pour faire passer un chat en poche pour un sac de soie. Donc je ne peux que dire que je suis pour cela. Arrêtons cela. Arrêtons cela rapidement. J'ai écouté John Mearsheimer dans une émission britannique ce matin pendant que je faisais de l'exercice. Et John dit, essentiellement, non. Tout cela n'est que, regardez les choses négatives que Trump a dites sur la Russie, dont vous avez mentionné certaines. Regardez toutes les insultes qu'il a lancées à Poutine. Regardez ces 1 million de victimes. C'est absurde. La Russie n'a pas subi 1 million de pertes. L'économie de la Russie est en difficulté. Ils ont actuellement une croissance de 3,9%. Ils s'en sortent plutôt bien. Et Mearsheimer disait que cela ne va pas se terminer de sitôt. Il n'y a aucun moyen que Trump mette fin à cela, parce qu'il ne pourra pas conclure un accord avec Poutine. Je ne suis pas sûr d'être d'accord avec la froideur de John. Mais John a probablement raison en ce qui concerne la capacité de Trump à poursuivre des négociations significatives sur n'importe quel sujet et à parvenir à un succès qui lui est largement attribué.
Il l'a prouvé lors de son premier mandat. Donc je ne sais pas quoi dire d'autre, que je veux que cela s'arrête. Trump a dit qu'il l'arrêterait, alors qu'il s'y mette et qu'il l'arrête. Oui, je dois dire que j'ai largement partagé le pessimisme de John quant à la capacité de parvenir à un accord de paix, en pensant également que ça serait probablement résolu sur le champ de bataille, alors que l'armée ukrainienne s'effondre, simplement parce que ce que les Russes demandent est une très grande demande pour que l'OTAN se coupe complètement. Donc non, tout ce qu'ils ont promis depuis des années maintenant, qui a déclenché la guerre, pas d'OTAN, et même pas de garantie de sécurité après tout ce que l'Ukraine a traversé. Et bien sûr, devoir accepter la perte de territoire. C'est donc une très grande demande, mais soudainement, il semble que, eh bien, il est prêt à offrir cela, du moins selon Hegseth. Mais bien sûr, il pourrait y avoir des négociations autour de cette question, que les Ukrainiens acceptent ou non que les territoires aient été perdus, ou simplement nous acceptons d'être en désaccord, et je suis un peu incertain à propos des Européens. Et c'est quelque chose auquel j'ai aussi pensé, car quel rôle pensez-vous que les Européens et les Ukrainiens joueront dans ces négociations? Parce que Trump a également été interrogé à ce sujet. L'Ukraine ne devrait-elle pas avoir un rôle central dans les négociations? Et il a dit, eh bien, il n'a effectivement pas répondu. Et j'ai aussi eu l'impression que pour les Américains comme pour les Russes, ils voient cela comme les Européens et Zelensky, que leurs exigences sont tout simplement irréalistes et ils semblent tous deux intéressés à maintenir la guerre. Et aussi, ce n'est plus vraiment pertinent, je suppose. Les États-Unis contre Zelensky et les Européens. Je pense que Poutine a raison. Vous pouvez appeler cela une tactique de négociation. Mais je pense néanmoins qu'il a raison. Et je pense que Trump accepterait cela. Zelensky est illégitime. Il n'est pas le dirigeant légitime de l'Ukraine. Donc, sur cet argument seul, vous écartez Zelensky. Et si l'Ukraine veut participer à d'éventuelles discussions, vous dites « D'accord, élisez quelqu'un et laissons cette personne venir avec moi ou peu importe ». J'irai après cela de manière beaucoup plus importante, cependant. Encore une fois, l'autre soir, nous avons parlé à des professionnels militaires, et j'ai parlé de cela. J'irai après cela de la manière dont nous allions le faire sous Powell, en tant que président des chefs d'état-major interarmés en 1992 et 1993, jusqu'à ce que Clinton gâche tout. Et puis, alors que nous en parlions à nouveau au département d'État, lorsque Powell est devenu secrétaire d'État, j'y pense parfois, c'était il y a 25 ans. Mais néanmoins, c'est toujours un concept valable, à savoir mettre l'Ukraine de côté, sauf comme un instrument vers une nouvelle architecture de sécurité européenne. Je pense que Poutine serait d'accord avec cela, tant que vous disiez « Monsieur Poutine, nous voulons que vous et vos 148 millions de Russes européens fassiez partie de cette architecture, comme nous l'avons fait en 1992, puis nous avons tout gâché. Créons une nouvelle architecture de sécurité. Prenez votre OTSC et jetez-le finalement au vent. Nous prendrons notre OTAN et la jetterons au vent. Et trouvons une nouvelle architecture qui vous inclut, comme vous devriez l'être, en Europe. Si cela prend 10 ans pour le faire, qu'il en soit ainsi. Mais commençons. Et ensuite, vous pourriez inclure dans cela beaucoup d'autres choses que nous devons également faire, comme de nouveaux traités sur les armes nucléaires, en particulier entre les principaux propriétaires, Moscou et Washington, et peut-être même plus tard, inclure d'autres pays. La Russie pourrait, par exemple, inclure la Corée du Nord, et nous pourrions inclure ce petit État à la fin de la Méditerranée, Israël, s'il existe encore. Je sais que c'est grandiose, et que cela semble extravagant, mais nous étions si proches de quelque chose de ce genre avant que Clinton n'arrive et ne gâche tout. Et Yeltsin a beaucoup aidé aussi. Que cela me fait penser que ce n'est pas une impossibilité,
si vous aviez des personnes intéressées orchestrant la diplomatie associée à cela. Maintenant, je veux dire, il faudrait que quelqu'un suive Trump si Trump part. Il faudrait quelqu'un qui soit d'accord avec cela et puisse continuer la politique. Un des problèmes que nous avons eus à Washington est que les administrations ne sont pas d'accord entre elles. Et vous savez, pendant la guerre froide, nous avions tous ces débats politiques, mais nous n'étions jamais très différents. Nous restions tous sur la même stratégie et politique de sécurité nationale. Plus depuis. Nous avons été dans tous les sens, et Trump nous a même emmenés sur une nouvelle carte. Mais je pense que ce serait un objectif à viser et à en faire la cible, ainsi que l'objectif intermédiaire de cesser la guerre en Ukraine. Je pense que ce serait en fait une excellente approche. Tout d'abord, en créant une nouvelle architecture de sécurité européenne, ce serait en réalité un moyen de poursuivre une approche à somme positive pour mettre fin à la guerre, ce qui élèverait la sécurité de tous. Et je pense aussi que si nous reconnaissons que la guerre en Ukraine est le résultat d'une architecture de sécurité européenne en déclin, il faut souligner que, comme vous l'avez dit, au début des années 90, il y avait des accords pour une sécurité indivisible. Même une institution a été mise en place avec l'OSCE, qui était censée être inclusive, basée sur une Europe sans ligne de division, une sécurité indivisible. Donc, nous nous dirigeons dans cette direction. Mais je pense que l'objectif d'avoir un système de sécurité basé sur l'unipolarité, c'est-à-dire la primauté mondiale, a un peu mis cela de côté parce que tout le principe de l'Europe dont nous parlions était de chercher à atténuer la compétition sécuritaire et à harmoniser les intérêts. Mais le principe d'un système unipolaire est celui où un côté domine, au point que peu importe ce que pensent les Russes, peu importe s'ils se sentent vulnérables, c'est un côté qui domine. Maintenant, évidemment, en Ukraine, je pense que tout cela s'est effondré. Donc il serait logique de s'attaquer à cela, surtout si l'expansion de l'OTAN était une manifestation de cet objectif unipolaire. Mais est-ce possible à réaliser immédiatement après une guerre? Je veux dire, l'animosité est tellement immense maintenant, non seulement du côté européen, mais les Russes y sont aussi un peu furieux. Je pense qu'ils sont prêts à pardonner aux Américains, mais les Européens, je pense que c'est une autre affaire. Ils sont assez contrariés. Et vous devez faire face à la haine viscérale de certaines personnes en Amérique envers la Russie, héritée des Britanniques, et dans une certaine mesure en Allemagne et en France et ailleurs, moins en France, je pense. Mais vous devez aller au-delà de cela, je pense. Et votre point sur le fait qu'il y ait une guerre et que cela complique les choses me ramène à 1945, lorsque Dean Axon essayait de rendre Harry Truman très intéressé par l'OTAN et a fini par utiliser la guerre de Corée pour faire passer Harry de 8 milliards de dollars à 52 milliards de dollars du jour au lendemain, en transférant la plupart de cet argent non pas à la guerre en Corée, mais à l'OTAN et à la formation de l'Alliance qui maintiendrait la paix en Europe pendant longtemps, pendant la guerre froide. Cette motivation n'est pas aussi puissante aujourd'hui. L'Ukraine n'est tout simplement pas le théâtre que nous avions par rapport à la Seconde Guerre mondiale et ensuite à une possible guerre nucléaire. Mais c'est toujours une impulsion, je pense. Et ce qui manque aujourd'hui à nos politiciens des deux côtés de l'Atlantique, c'est l'imagination, ainsi qu'une volonté et une énergie pour mettre cette imagination en œuvre. Nous n'avons pas eu cela depuis très longtemps. Quelqu'un m'a demandé l'autre jour, pourquoi pensez-vous que nous avons des dirigeants aussi médiocres en Amérique? Depuis George W. Bush, vraiment, nous avons eu des dirigeants médiocres. J'ai dit, eh bien, vous produisez ce que vous pouvez. Et c'est ce que notre système, et dans une certaine mesure, notre constitution et notre peuple ont produit. 340 millions de personnes
et nous ne pouvons trouver personne d'autre que des bons à rien à mettre au Congrès et à la Maison-Blanche. C'est ce que nous avons fait. Et maintenant, nous avons toute une collection d'une bande hétéroclite allant d'Elon Musk à Peter Thiel. Nous avons des gens qui parlent de redonner le pouvoir aux Blancs en Afrique du Sud. Nous avons des gens qui parlent de faire toutes sortes de choses absurdes au niveau national, comme éliminer les femmes des forces armées des États-Unis, alors qu'elles représentent 27% des forces armées. Et nous n'aurions pas d'armée si nous n'avions pas de femmes. C'est fou. Nous n'avons pas de leadership et nous n'avons pas d'imagination. Et c'est un défaut critique en ce moment, à ce point particulier de l'histoire, je pense. Parce que, comme vous le savez probablement, ma théorie est que ça revient en arrière. Tout le pouvoir dans le monde, économique, intelligence, informationnel, financier, militaire, tout le pouvoir dans le monde, qui était à l'Est pendant 2 millénaires puis a migré vers l'Ouest, culminant dans l'Empire américain, revient maintenant lentement mais sûrement, inexorablement vers l'Est, avec la Chine comme aimant qui l'attire. Et nous nous battons bec et ongle. C'est ce que cette théorie de l'hégémonie mondiale et de la domination dans tous les domaines, toutes ces choses dont nous parlons, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous devons attiser la haine contre la Russie. En fin de compte, nous attiserons la haine contre la Chine. Et tout cela se passe. Et Mearsheimer dit bien sûr que c'est inévitable. Nous devons établir une politique de confinement pour la Chine. Nous devons sortir de l'Ukraine, sortir de la tension sur Gaza et établir une politique de confinement pour la Chine. Eh bien, pourquoi devons-nous établir, John, une politique de confinement? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir de l'imagination et une nouvelle politique? Pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une politique de condominium, si vous voulez? Une politique que la Chine a garantie à plusieurs reprises, l'appelant la politique de la communauté de l'ASEAN. Nous avons cherché à intégrer une dimension de sécurité à l'ASEAN pendant que Powell était président, puis lorsqu'il était secrétaire d'État, et ils n'ont cessé de nous dire qu'ils n'étaient pas intéressés par une alliance de sécurité. Ils s'intéressent au commerce, aux échanges et aux bonnes relations. D'ailleurs, la paix est le meilleur moyen d'y parvenir. Quand la Chine a-t-elle été en guerre pour la dernière fois? Quand la Chine a-t-elle sanctionné quelqu'un pour la dernière fois? Quand un pays de cette région, qui constitue désormais les 3/5 de la population mondiale, 1 sur 5 est chinois, 1 sur 5 est indien, et 3 sur 5 sont asiatiques. Donc 60% de la population mondiale vit en Asie. C'est là que le pouvoir se dirige. Ne le combattez pas. Accommodez-vous. Travaillez avec eux. Oui, j'allais dire. Souvent, si les États ne se comportent pas comme la théorie le suggérerait, généralement, vous voulez revenir à la planche à dessin et examiner la théorie. Et ce qui est intéressant avec la Chine maintenant, indépendamment de toutes ces menaces et de l'idée de contenir les Chinois, on pourrait penser que des contre-alliances se formeraient. Mais la Chine est toujours très déterminée à ne pas vouloir s'impliquer dans des alliances militaires. Elle a des options. Elle pourrait s'allier avec les Russes, elle pourrait former d'autres alliances, mais elle voit cela comme une approche très destructrice, qui incite à des contre-alliances. Donc, pour de nombreuses raisons, ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Donc, c'est un manque d'imagination. Vous pourriez être sur quelque chose. C'est aussi quelque chose que Kennan a mentionné dans les années 90 quand il a dit pourquoi. Quand nous avons enfin mis fin à la guerre froide, pourquoi parlons-nous d'élargir les blocs militaires? Est-ce ainsi que nous concevons de manière étroite ce que signifie la sécurité en construisant des blocs? Je veux dire, c'est absurde. Nous devrions être capables de penser au-delà de cela. Mais sur le sujet du manque d'imagination, l'Europe est certainement là. Vous avez mentionné Jens Stoltenberg suppliant Trump.
Regardez, regardez, nous faisons nos 55%. Il est l'ancien Premier ministre de Norvège. Et alors que les États-Unis sont en déclin relatif et déplacent leur focus stratégique vers l'Est, au lieu de s'adapter à ce monde multipolaire, peut-être en cherchant à tirer parti de cette montée à l'Est en connectant, par exemple, le continent eurasiatique, l'idée principale semble être « augmentons notre propre valeur marchande pour les Américains afin qu'ils ne nous quittent pas ». Ainsi, les Norvégiens ouvrent main des bases militaires américaines. Ils semblent être à l'aise avec l'idée de faire de l'Arctique la ligne de front contre les Russes, ce qui ferait de nous l'Ukraine du Nord, pour ainsi dire, et même à travers l'Europe. Alors que les économies vont très mal, ils sont toujours prêts à augmenter leur budget militaire. Donc voyez-vous, eh bien, cela ne semble pas avoir beaucoup d'avenir. Mais voyez-vous l'OTAN éventuellement se désintégrer à cause de cela? Ou comment voyez-vous? Parce qu'évidemment, même maintenant, si l'Amérique ne veut plus vraiment donner la priorité à l'Europe, de toute façon, que vont faire les Européens? Il semble y avoir un continent très désorienté, avec son déclin économique, son irrélevance croissante, ses divisions internes et surtout, je suppose, un manque d'imagination politique. Mais voyez-vous, de manière réaliste, l'OTAN se désintégrer dans un avenir prévisible. Je le pense, et je l'ai dit à de nombreuses reprises au cours des dernières années, que je ne pense pas que l'OTAN ait un avenir. Et je déplore le fait que, comme vous le décriviez, au moins en partie, il n'y a ni imagination ni volonté en Europe de faire face à cette réalité et de la gérer. Au lieu de cela, nous avons, comme vous l'avez dit, l'Europe qui rejoint les États-Unis dans cela. Et vous l'avez mentionné, je vais commenter dessus, cette chose incroyable que je vois dans mon propre pays, ou peu importe le Conseil de l'Arctique, les Russes y vont. Donc, nous y allons et nous allons finir par nous battre. Mon Dieu, nous allons tout opérationnaliser autant que possible, dans la marine et la garde côtière, et le Canada va être avec nous. Et nous allons affronter les Russes dans l'Arctique. J'entends cela tous les jours lors de webinaires du Naval War College et d'ailleurs, où ils parlent de cette sorte de militarisation de l'Arctique. Et je me demande, quand l'Antarctique va-t-il entrer en jeu aussi? Parce que c'est une masse terrestre plus grande que la plupart des autres continents. Mais nous armons ou militarisons tout ce que nous pouvons. Pourquoi Trump parle-t-il du Groenland? Pourquoi parle-t-il du canal de Panama? Vraiment, parce que des gens lui disent que ce sont des choses que nous n'aurions jamais dû abandonner ou que nous devrions posséder. Nous avons eu récemment un webinaire du Naval War College encore, mon ancien terrain de jeu où j'ai été professeur pendant un certain temps et où j'ai étudié. Nous avons eu récemment un sur les minéraux critiques. Et tous les, vous savez, ces noms sont presque indéchiffrables. Vous regardez tous les minéraux qui sont critiques. Les gens tuent des gens comme Léopold a tué des gens en Afrique centrale en ce moment pour ces minéraux. Et nous allons le faire de toutes les manières possibles à travers le monde, avec des sanctions, avec de la pression, peu importe, en essayant d'obtenir ces minéraux. 2 d'entre eux, qui sont absolument critiques, sont déjà à 95% entre les mains des Chinois. Je dois imaginer que Trump n'a pas encore reçu ce briefing. Mais Deng Xiaoping n'a pas seulement entrepris d'obtenir des métaux de terre rares, avec 95% de la Chine ayant finalement accaparé le marché des métaux de terre rares, mais cela a incité l'Australie, nous-mêmes même, et d'autres qui ont des métaux de terre rares, à finalement revitaliser notre industrie minière, parce que nous avons vu ce qui se passait. Mais ce sont des minéraux plus difficiles, si vous voulez, à obtenir en termes de quantité et de flux dans votre chaîne d'approvisionnement. Et beaucoup d'entre eux affectent de manière critique les instruments militaires américains, ainsi que les téléphones portables, civils et des choses comme ça. Donc nous nous préparons en ce moment à avoir ces conflits colossaux
sur ces minéraux critiques. Et le fait que Trump parle à tort et à travers de ceux en Ukraine n'était qu'un indicateur de cela. Au lieu de discuter de la manière dont nous gérons la chaîne d'approvisionnement et les lignes d'approvisionnement dans une économie mondiale, et obtenons ces minéraux critiques là où ils doivent aller, à qui ils doivent parvenir. Je remonte à 2009, lorsque nous avons mené une simulation à Pékin, dans le quartier financier, dans le nouveau Ritz-Carlton qui venait d'être achevé là-bas. Ils nous ont laissé 2 étages de l'hôtel. Microsoft a installé les ordinateurs. Deloitte a parrainé et a fourni tout l'argent dont nous avions besoin pour cela. Dans cette simulation, nous avions des participants chinois. Lloyds de Londres était présent. Tous les gens de Marad étaient là. Des expéditeurs étaient présents, ainsi que d'autres. Nous avons perturbé le flux de pétrole à travers le monde pendant 3 jours, puis nous avons géré la situation. Nous l'avons fait en simulant des attaques terroristes dans le détroit de Malacca. Nous l'avons fait en simulant des attaques terroristes sur Ras Tanura en Arabie Saoudite, etc. Et puis, nous avons réagi à cela. À la fin de ce jeu, nous étions tous stupéfaits. Je pense que le personnel américain surtout, peut-être aussi les Chinois, était stupéfait par ce que nous étions capables de faire. Nous avons pu, dans un environnement simulé avec tous ces acteurs, déplacer les approvisionnements en pétrole de manière très spectaculaire à travers le monde entier pour que tout le monde survive, pour que l'économie de chacun ne soit pas gravement affectée. À un moment donné, le pétrole est monté à $300 le baril. Les transporteurs ne voulaient plus expédier. Les raffineurs ne voulaient plus continuer à raffiner. Nous avions un vrai problème. Nous avons ramené le prix du pétrole à un niveau raisonnable pour le WTI et le Brent presque en 1 semaine, simplement en coopérant et en modifiant les flux d'approvisionnement à travers le monde. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela maintenant? Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire en réalité? Eh bien, nous ne pouvons pas parce que nous avons des dirigeants qui ne le veulent pas. Et en grande partie, parce que trop d'argent découle de la discorde. Trop d'argent afflue de l'Ukraine vers les comptes bancaires de Lockheed Martin. Trop d'argent découle de toute cette animosité vers les comptes bancaires des gens. C'est l'un des plus grands problèmes, des obstacles à notre quête d'un monde meilleur, d'un monde plus pacifique et d'un monde moins rempli de guerres. Je ne sais pas comment vous pouvez gérer cela, parce que tous ces comptes sont déjà configurés et fonctionnent, et ils en tirent énormément d'argent. Les gens m'étonnent quand ils parlent de tout l'argent des impôts dépensés pour l'Ukraine. Savez-vous où est allé la plupart de cet argent? Il est allé à Lockheed Martin. Il est allé à Grumman. Il est allé à Bechtel. Il est allé à toutes ces personnes qui fabriquent les instruments de guerre qui vont en Ukraine. Nous devons arrêter cette chaîne et construire une chaîne plus bénigne. Et les minéraux critiques représentent pour moi un exemple parfait pour commencer. Il y a suffisamment de ces minéraux critiques pour 100 ans, pour tous ceux qui en ont besoin dans le monde. Alors pourquoi monopoliser le marché? Maintenant, nous devons faire quelque chose à propos de ces gangs. Ce sont essentiellement des gangs en Afrique centrale et ailleurs qui utilisent ces minéraux pour faire fortune, continuer leurs activités et poursuivre les tueries, etc. Mais cela pourrait être résolu par une force opérationnelle conjointe. Mettons en place une force opérationnelle conjointe, comme nous allions le faire en Haïti, par exemple. Les Chinois allaient en fait proposer des forces pour cette force opérationnelle conjointe. Nous avons mis en place une force opérationnelle conjointe dans la mer Rouge pour arrêter les pirates somaliens. Ne me demandez pas pourquoi. Nous n'avons pas d'imagination. Nous ne voyons pas un nouveau monde. Nous ne voyons pas une nouvelle façon de gérer ce monde, de l'orchestrer, qui ne tienne pas compte du passé, qui ne prennent pas ces vieilles haines et ne les rendent pas plus profondes et plus graves.
causant des guerres et peut-être menant à une guerre nucléaire. Nous semblons simplement déterminés à nous détruire. We just seem bound and determined to destroy ourselves. Yeah, so I just have one last question on the issue. J'ai juste une dernière question sur le problème de la corruption liée à l'argent, puisque vous l'avez mentionné. Dans quelle mesure, en étant à l'intérieur du département d'État, y a-t-il une influence des contractants militaires comme Lockheed Martin et les autres? Dans quelle mesure influence-t-il, sinon dicte-t-il, la politique étrangère en termes de formation de la politique et de sa mise en œuvre? Comment le décririez-vous? Est-ce aussi grave que les gens le pensent, je suppose? Les gens parlent toujours de l'AIPAC. John Mearsheimer et Steve Walt ont écrit le livre sur le lobby juif, le lobby israélien. Ils ont été très très prudents pour faire cette distinction. Oui. Et je pense que le lobby le plus puissant est en réalité le complexe militaro-industriel. Il possède notre Congrès, il possède certainement le Comité des services armés du Sénat, et il possède le Comité des services armés de la Chambre. Et les sous-comités, comme celui où McConnell vient de se déplacer. Les gens me demandent pourquoi Mitch McConnell voulait rejoindre ce petit sous-comité du Comité des crédits du Sénat. Le SAC étant l'un des comités les plus puissants du Sénat, sinon le plus puissant, car il distribue l'argent. Eh bien, McConnell n'est pas un imbécile. Il a été au Sénat pendant longtemps. Il connaît le Sénat. Il est passé à la sous-commission du SAC qui s'occupe de l'argent destiné aux entrepreneurs militaires. C'est le meilleur endroit pour McConnell. Il pourrait diriger des milliards pour le Kentucky et des milliards pour lui-même et ses acolytes. C'est garanti. C'est pourquoi il s'y est déplacé. Voilà ce qu'est notre Congrès aujourd'hui. C'est une filiale à part entière, non pas de l'AIPAC, mais du complexe militaro-industriel. Et il faut briser cela. Il faut briser cela. Si tu veux que Hegseth fasse quelque chose, Donald, vraiment significatif, brise ce lien. Je ne sais pas comment tu pourrais le faire, cependant, car presque tout le Congrès, à de très rares exceptions près, est acheté et payé. Eh bien, peut-être que lorsque Trump et Elon Musk, pour une raison quelconque, s'attaquent à la bureaucratie, ils iront réellement et commenceront à aborder certains de ces problèmes également. Du moins, nous pouvons l'espérer. Elon et ses partenaires Peter Thiel et J.D. Vance semblent essayer, ils le reconnaissent, et ils semblent essayer non pas de l'arrêter, mais de diriger le flux vers la technologie. C'est, vous savez, la haute technologie. Ils veulent que l'IA et ce genre de choses reçoivent tout l'argent. Eh bien, c'est évident pourquoi. Je veux dire, ils possèdent les entreprises. C'est donc la bataille des oligarques, l'industrie informatique contre l'industrie de l'armement. Exactement. C'est le changement d'époque. Eh bien, colonel Lawrence Wilkerson, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps. Merci beaucoup.